Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Le 4 juillet 1994, il y a 30 ans, le Front patriotique rwandais prenait le contrôle de la capitale Kigali, mettant fin au génocide. Une date clé gravée dans l'histoire. Retour dans ce journal sur les commémorations de ce jeudi. Prestation de serment du nouveau gouvernement égyptien devant le président de la République Abdel Fattah al-Sisi. L'équipe gouvernementale compte 30 ministres qui sont pour la plupart des technocrates. Fin au Congo-Brazzaville de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. La réflexion s'est portée sur la nécessité d'augmenter la superficie forestière pour lutter contre les changements climatiques. Chaque année depuis 1995, les Rwandais célèbrent le 4 juillet 1994, un jour férié considéré par l'histoire officielle comme le véritable moment où le pays s'est libéré de l'oppresseur. Ce jour commémore la date où le pays s'est en effet engagé dans un long processus visant à le transformer après la défaite du régime de Habyarimana. Reportage de notre correspondant Fraternanda Kiaisenga. Et c'est à l'intérieur du stade Amahoro rénové que des milliers de Rwandais se sont rassemblés pour célébrer l'une des plus grandes fêtes du pays, la journée de la libération. Il y a 30 ans, ce bâtiment était plein de blessés, de malades et des gens qui étaient venus y trouver refuge pendant le génocide des Tutsis. Aujourd'hui, dans une toute autre image, les Rwandais sont venus dans ce stade totalement transformé pour célébrer le changement positif rendu possible par cet homme qu'ils admirent, le président de la République, Paul Kagame. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre période de commémoration et nous célébrons la liberté de notre pays. Les Rwandais d'aujourd'hui sont meilleurs et plus forts que nous ne l'avons jamais été. Nous continuons à aller de l'avant comme les hommes et les femmes de nos forces de défense et de sécurité qui viennent de défiler devant nous. Car, selon les autorités rwandaises, la journée de libération nationale, c'est aussi un moment de remercier et de rendre hommage à tous les jeunes qui ont accepté de prendre les armes et de secourir leur pays. Aujourd'hui, le Rwanda s'est transformé et pour certains, c'est un modèle de développement en Afrique. It was not easy. Remaining principled and consistent is hard. Cela n'a pas été facile. Rester fidèle à ses principes et cohérent est difficile, très difficile. Mais le résultat de ces efforts est absolument magnifique. Aujourd'hui, notre politique est fondée sur la responsabilité et l'ambition. C'est un moyen pour nous, les Rwandais, de mener une vie meilleure. La politique n'est plus un moyen pour s'exclure et se nuire mutuellement. Selon les données officielles, l'économie du Rwanda s'est considérablement redressée au cours des 3 dernières décennies. Le produit intérieur brut est passé de 752 millions de dollars en 1994 à 9,5 milliards de dollars en 2018 et le PIB par habitat est passé de 125,5 à 787 dollars au cours de la même période. La croissance économique soutenue a permis à 1 million de personnes de sortir de la pauvreté entre 2000 et 2017, tandis que l'espérance de vie serait passée de 29 ans en 1994 à 69 ans en 2020. Ils sont 30, mais seulement 4 femmes. Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a formé un nouveau gouvernement annoncé ce 3 juillet, une équipe marquée par plusieurs changements, principalement à la tête des ministères des Affaires étrangères, de la Défense et celui des Finances. C'est dans un contexte de forte turbulence économique que tous ont prêté serment ce mercredi. Pauline Minka. Le gouvernement de Mostafa Madbouli, composé de 30 ministres, a prêté serment mercredi 3 juillet 2024 devant le président de la République égyptienne Abdel Fattah al-Sisi. Parmi les changements, on note l'arrivée du général Abdelmajid Shark et celle de Ahmed Kouchouk, ancien économiste de la Banque mondiale au ministère des Finances.
Pour une puissance régionale comme l'Égypte qui subit de plein fouet les répercussions géopolitiques des conflits régionaux à ses frontières et qui traverse en outre l'une des pires crises économiques de son histoire, marquée notamment par une croissance relativement faible et une très forte inflation, la formation d'un nouveau gouvernement peut être d'une part porteuse d'espoir au regard des profils composant la nouvelle équipe gouvernementale. Au total, 22 portefeuilles ministériels ont été modifiés et 23 nouveaux vice-ministres ont été nommés. Les défis auxquels ce nouveau gouvernement est confronté sont considérables. Traversant une crise économique, l'Égypte connaît des pénuries de gaz naturel impactant l'alimentation électrique et l'activité industrielle. En outre, le gouvernement s'est engagé à améliorer le niveau de vie des citoyens ainsi qu'à gérer les conflits régionaux. Cela montre que le pays reste mobilisé pour apporter des solutions idoines aux crises précédemment citées à travers, entre autres, la poursuite des programmes de protection sociale afin de réduire l'impact de l'inflation élevée sur le pouvoir d'achat des ménages ou encore lutter contre la pauvreté qui ne cesse de gagner du terrain. Depuis l'adoption d'un programme de réforme en 2016, les mesures d'austérité ont entraîné une augmentation des prix en Égypte et une baisse du pouvoir d'achat. Selon les chiffres officiels, près de 30% des Égyptiens vivent actuellement dans la pauvreté. Il s'agit de l'un des plus grands défis du quinquennat du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, la réforme de la justice, qui est aussi l'une de ses promesses de campagne. Il y a quelques semaines, un dialogue national réunissant pouvoir, opposition, société civile et experts judiciaires était organisé. Et bien ce jeudi, les conclusions de ces assises de la justice ont été remises au chef de l'État. Le point avec Tchekomar Kamara. Au Sénégal, la synthèse du rapport général des assises de la justice ouverte le 28 mai a été remise au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce jeudi 4 juillet 2024. Malgré des consensus et des accords notés sur certains points dans le document, notamment la présence ou non du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État lors de cette rencontre a tenu à remercier tous les acteurs des assises de la justice. Il s'est dit disposé et prêt pour la mise en application des recommandations. L'exigence de réforme et de modernisation est largement mise en exergue dans vos travaux. Cela conforte notre souhait d'adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et ses lacunes. À ce titre, les réformes sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'ouverture des professions libérales, la mise en norme des lieux de détention, l'africanisation des symboles de la justice, l'encadrement des pratiques illégales comme le retour de parquet, la refonte du code pénal et du code de procédure pénale afin d'en extraire les dispositions abusives et arbitraires seront au cœur de mes préoccupations. Selon le rapport, la justice reste faible et se traduit par une allocation budgétaire extrêmement faible, inférieure à 1,7% du budget national en 2024. À cela s'ajoutent les déficits de ressources humaines et les conditions carcérales difficiles qui ne favorisent pas l'état de droit. Les autres réformes, comme l'administration pénitentiaire, feront l'objet d'une attention particulière à travers l'amélioration des conditions de détention et la restauration de la dignité des détenus. Les interrogations et les propositions apportées sur les imaginaires, les valeurs et la perception de la justice seront à même de guider les prochaines mutations pour mieux arrimer le service public de la justice aux normes culturelles africaines. Le Sénégal compte un juge pour 100 habitants avec plus de juges 530 que de greffiers 472 et d'avocats 439. Autant d'irrégularités que ces assises de la justice ont révélées et aujourd'hui ont des pistes de solutions dans le document remis au chef de l'État. Au Mali, le Conseil national de transition ratifie l'accord de coopération militaire avec la Russie. Cet accord d'appui militaire et technique signé à Moscou en 2023 a été approuvé à l'unanimité. Cette ratification est une étape majeure dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Les termes de l'accord incluent notamment un volet formation de soldats et d'officiers de police du Mali, mais aussi la fourniture d'équipements militaires par le Kremlin afin de renforcer les forces armées maliennes. Le soutien de la Russie en faveur du Mali se fait de manière plus active ces dernières années. En effet, depuis les coups d'État de 2020 et 2021, le Mali s'est tourné vers la Russie comme principal partenaire militaire.
La fin ce jeudi de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui s'est tenue au Congo-Brazzaville. Des experts venus principalement des pays du bassin du Congo ont pris part à cet événement à l'heure où l'Afrique fait plus que jamais face au phénomène de déforestation. Reportage d'Eva Panzo. Le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Koliné-Makosso, a ouvert jeudi 4 juillet 2024 le segment ministériel de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement au Centre international de conférence de Kintélé. Les travaux de ce segment ont permis au ministre d'échanger sur les solutions au phénomène de dérèglement climatique dans l'optique de la restauration des couverts forestiers, ainsi que sur une position commune en faveur des financements et des investissements sur la mise en œuvre des recommandations de la conférence de Brazzaville. Réunis ce jour au sein de ce segment ministériel, il nous revient d'examiner les recommandations des experts en nous focalisant sur les conditions d'appropriation globale de cette initiative et sur les conditions et modalités de sa mise en œuvre. Un accent particulier doit être mis sur la mobilisation des financements et la proposition d'un organe de suivi dédié dont les missions, l'organisation, le fonctionnement et l'ancrage reflèteraient l'importance et le rôle crucial dévolu aux forêts. Conscient du rôle clé que joue le bassin du Congo, le deuxième plus important massif de forêt tropicale après l'Amazonie, en matière de régulation du système climatique à travers la séquestration de plus de 49,36 milliards de tonnes de carbone. Les autorités de la République du Congo ont fait de la protection de la forêt une priorité depuis plusieurs décennies. Présents à Brazzaville, les ministres en charge des forêts se sont dit enthousiastes à l'idée d'accompagner la République du Congo dans sa démarche à travers un partage d'expériences. C'est le cas de la République démocratique du Congo qui a créé un fonds forestier national pour financer le programme d'afforestation et de reboisement du pays. Nous pouvons citer la création d'un service public de l'État, le Fonds forestier national, qui constitue une banque de la forêt qui se nourrit des taxes de déboisement qui permet à la République démocratique du Congo de disposer des fonds nécessaires pour son programme d'afforestation et de reboisement. Les ministres des Forêts et de l'Environnement présents à cette grand-messe se sont engagés à mettre en œuvre des stratégies nationales intégrées afin d'avoir des politiques communes plus efficaces. Selon les organisateurs, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement a lancé la décennie mondiale d'afforestation et de reboisement, une initiative du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso lors de la COP27 qui s'est tenue en 2022 en Égypte. Notons que pour répondre aux besoins d'afforestation et de reboisement de la planète, 40 millions d'hectares de plantations sont nécessaires, soit 300 millions de dollars. Pour son second match du tournoi de qualification olympique, le Cameroun bat le Brésil, place maintenant aux demi-finales qui auront lieu ce samedi. Le Cameroun affrontera la Lettonie. Le vainqueur retrouvera soit les Philippines, soit le Brésil, avec en jeu le billet pour les Jeux Olympiques de Paris. Christian Djimadeu. What start from both these teams, Iago Bidias. Le Cameroun affronte en demi-finale ce samedi 6 juillet 2024 la Lettonie, pays qui abrite l'une des poules du tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de basketball. L'équipe camerounaise a obtenu sa qualification en battant le Brésil 77-74 lors du deuxième match de groupe. La victoire était impérative après la défaite 66-70 contre le Monténégro en première journée. Et Yaga Brice et ses coéquipiers ont obtenu cette victoire contre une Seleção brésilienne bien en place tactiquement et qui avait remporté son premier match contre Monténégro. Lors des matchs, elle est étouffante à la limite. Le coach brésilien le reconnaît en conférence de presse, disant que l'agressivité que les Camerounais mettent dans le match, l'impact physique, ils amènent les équipes adverses dans un duel physique qui est hyper compliqué pour les adversaires. Les adversaires se doivent un peu plus vite réfléchir à trouver une solution de jeu. Du coup, ça nous permet de pouvoir développer le nôtre et aussi un peu mieux pallier à notre manque de taille. Seulement, ce qui nous manque et qu'on devrait plus corriger, notre adresse, malheureusement, sur les deux matchs au sol Monténégro, même le Brésil, quelque part, parce que l'adresse contre le Monténégro, on est à 36% de réussite, ce qui est carrément mauvais.
Les 3 autres équipes africaines, l'Angola, la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ont échoué à se qualifier pour les demi-finales. 2 défaites en autant de sorties. En Espagne, l'Angola a manqué de se rattraper contre le Liban, perdant son 2e match 70-74. Le nombre de paniers de la Côte d'Ivoire s'est avéré insuffisant contre le Mexique, qui a remporté la partie 92-81 en Espagne. L'Égypte devant la Grèce à domicile n'a pas fait le poids, 71-93. Les Ivoiriens, malheureusement pour moi, c'est un peu la déception parce qu'ils perdent 2 fois bêtement. En mettant maintenant au 4e quart-temps, que ce soit qu'on a Lituanie contre le Mexique, mais ils perdent sur des détails. C'est dommage pour l'Afrique que le Cameroun soit le seul représentant africain pour postuler à la route pour le JO. L'Égypte et l'Angola étaient un peu plus compliqués et c'est un peu plus normal parce que leurs poules étaient assez relevées. Pour l'instant, seul le Soudan du Sud est qualifié pour les Jeux olympiques de basketball, les premiers de son histoire. Les Bright Stars avaient décroché l'unique billet de qualification directe pour Paris 2024, attribué à la zone Afrique grâce à la victoire contre l'Angola 101-78 le 2 septembre 2023 à Manille, aux Philippines. Tous les espoirs reposent à présent sur le Cameroun qui doit gagner la demi-finale et la finale du tournoi de qualification olympique pour assurer à l'Afrique un 2e représentant à Paris. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'actualité continue.